Les médias ont l'œil rivé sur la balance commerciale. Il s'agit pourtant là de la partie des échanges qui ne se limite qu'aux seules marchandises. En fait, pour obtenir une vision complète des échanges extérieurs, il est indispensable d'intégrer les services ainsi que les recettes touristiques. De même, il faut tenir compte des revenus liés au déploiement des entreprises à l'international, au service de la dette ou encore au transfert à des institutions internationales. C'est ce que l'on appelle la balance des invisibles. Tout ceci est justement ce que décrit la balance courante. Son solde est le plus significatif car il indique si les pays de la zone dépensent plus qu'ils ne gagnent et ce solde est rapporté au PIB pour gommer les effets taille. Alors regardons ce que nous dit cette balance courante dans la zone euro. Rappelons-nous en 98, un an avant la naissance de la monnaie unique, les excédents courants des futurs membres de la zone euro atteignent 29 milliards d'euros, soit 0,5% du PIB. À cette époque, la France et l'Italie figurent parmi les meilleurs, et parmi les moins bons, on trouve l'Espagne, mais aussi l'Allemagne. Je dis bien l'Allemagne, qui est alors déficitaire et empêtrée dans la réunification. Mais à peine entrés dans l'euro, les pays de la zone voient leurs excédents fondre rapidement. 2000 se termine dans le rouge, avec un déficit de 1,5% du PIB. Le plancher des 100 milliards d'euros est brisé, tous les pays dégringolent. Le coupable, c'est le boom des importations de marchandises, plus 52% dans une Europe dont la consommation intérieure flambe. Le déficit des invisibles se creuse aussi, mais dans une bien moindre mesure. À partir de 2001, l'éclatement de la bulle Internet brise la croissance et casse les demandes intérieures. Du coup, c'est le plongeon pour les importations de biens, ce qui est bon pour le solde commercial, qui redevient positif et remonte jusqu'en 2004. En arrière-plan, deux transformations structurelles qui vont faire du bruit par la suite sont déjà à l'œuvre. D'abord dans le sud de la zone euro, mais aussi en France, les pays choisissent de stimuler la consommation et la construction. De plus, la France subit le choc des délocalisations menées par les multinationales. Alors certes, elles en tirent des revenus, ce qui est bon pour la balance des invisibles, mais le revers de la médaille, c'est que cela n'éponge pas les dégâts dans le tissu productif. Du coup, la partie échange de biens s'enfonce dans le rouge. 2004 sera la dernière année d'excédent courant pour la France. La deuxième transformation structurelle, c'est la stratégie allemande qui, elle, est à l'opposé. Cette stratégie donne la priorité aux réformes structurelles et aux mesures destinées à restaurer sa compétitivité coût et hors coût. Et ce programme, il est mené au détriment de ses partenaires européens, à qui l'Allemagne prend des parts de marché. Pour la zone euro, c'est cependant un jeu à somme négative. En effet, ce n'est qu'à partir de 2005 que la descente aux enfers commence pour la balance courante de la zone euro. Elle atteindra son paroxysme en 2008 avec la grande crise. Le déficit courant tombe alors à 158 milliards d'euros, 1,7% du PIB, son plus bas niveau historique. Paradoxalement, 2008 est un excellent millésime pour l'Allemagne, dont l'excédent courant flambe à 5,5% du PIB. En revanche, la France tombe dans le rouge et l'Espagne dans le noir. Mais la récession de 2008-2009 va rebattre les cartes. Les pays du Sud s'engagent dans une stratégie d'austérité et de déflation salariale. Les demandes domestiques sont écrasées, ce qui fait plonger les importations de biens et rétablit de facto les balances commerciales. C'est assez pour faire sortir du rouge le solde des transactions courantes, d'autant plus que la balance des invisibles pousse également dans le bon sens. L'excédent courant atteint en 2014 le chiffre record de 2,3%. Le solde de l'Allemagne est toujours aussi flamboyant, celui de l'Italie repasse dans le vert, celui de l'Espagne est proche de l'équilibre. Quant à la France, elle reste légèrement négative, mais ces derniers chiffres sont bons. Mais ne nous y trompons pas, ce record historique est avant tout le reflet d'une demande intérieure anémique qui freine non seulement la croissance européenne, mais aussi l'ensemble de l'économie mondiale.